Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Abdelkarim Yacoub Koundougoumi, membre du Pacte Le Projet pour une alternance crédible au Tchad. Jean-Marie Talley, directeur général Fiscofin. L'éditorialiste Daouda Tal nous accompagne depuis le début de cette émission. Place à notre Zoom culture, mais je pense que vous vouliez réagir, Daouda, sur l'exploitation minière au Mali. Oui, tout à fait. Je crois que ce que je disais, en fait, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir un code minier qui garantit une certaine équité au niveau du partage des ressources. Vous savez, quand il y a une exploitation minière, il y a aujourd'hui en Afrique deux manières pour l'État d'avoir des recettes. La première manière, si c'est un partage il y a partage de production ou concession, la plupart du temps c'est un partage de production. Par exemple, l'État a 10% sur le pétrole ou l'or, etc. Donc ces 10%-là, c'est quelque chose que l'État va détenir, hein. Donc ça, c'est une première voie. La deuxième voie, c'est en termes de recettes fiscales. C'est-à-dire que les compagnies, tout ce qui est exploité au niveau de l'or en question au Mali, les profits des multinationales, ces mêmes multinationales payent des impôts sur leurs profits. Et donc ça fait partie des recettes de l'État, ces deux voies-là. Mais je crois que là où le bas blesse aujourd'hui, c'est au niveau du code minier, au niveau du partage de la production, par exemple. Pourquoi, dans la plupart des cas, c'est 10% sur le pétrole, sur ceci, sur cela? Il faut essayer d'aller un peu plus loin, viser un peu plus haut, parce que, soi-disant, les multinationales, c'est eux qui amènent les gros investissements, elles dépensent beaucoup d'argent, et du coup, elles doivent obtenir 80-90%. C'est ça qui n'est pas normal. À partir du moment où on arrive sur ce qui est sur le sol malien, pour l'État à obtenir des recettes importantes, l'État malien pourra éventuellement investir sur de l'exploitation pour pouvoir être capable d'exploiter ses propres mines. Oui. Mais ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, l'État malien est incapable entre guillemets, nationaliser tous les sites et investir, etc., parce qu'il y a d'autres priorités ailleurs. Mais allons vers l'équité déjà. Oui. Jean-Marie Talley. Ce que vous développez là, ça démontre simplement que la gestion globale de l'Afrique est très calamiteuse. Elle manque de vision. Alors, il faudrait qu'au niveau de ceux qui gouvernent et ceux qui dirigent en Afrique, ils comprennent que quand un secteur d'activité devient une niche de croissance, et donc une niche de forte croissance, ce secteur doit devenir stratégique. Et donc au bénéfice de l'État, donc au bénéfice des populations, ça doit devenir systématiquement stratégique au vu de la situation dans laquelle se trouve l'Afrique aujourd'hui si on veut en sortir. Mais malheureusement, si on laisse faire, comme c'est toujours, et on ne connaît pas nos secteurs stratégiques, et on ne protège pas les secteurs stratégiques, on a la plupart des codes en Afrique aujourd'hui sont dépassés, que ce soit les codes miniers, codes pétroliers, tout ce que vous voulez. Tout ça, ces codes-là sont dépassés. Et pourtant, pas mal de pays ont tenté de les réformer. Oui, il y en a beaucoup qui font des réformes, qui les laissent dans les tiroirs et qui ne vont pas très loin. Donc, ils font souvent des réformes avec une certaine vision très étriquée. C'est le cas d'ailleurs pour le Mali. Moi, j'ai dit, Abdelkarim. c'est bien ce que vous dites, mais seulement le problème, c'est que ce n'est pas hier que nos pays ont eu du pétrole ou de mines d'or. Le Mali exploite le pétrole depuis combien d'années? Et ces dirigeants-là auraient dû se rendre compte qu'à un moment donné, après 50 ans d'exploitation des mines d'or, l'État malien quand même peut réfléchir, ou les dirigeants peuvent dire qu'à un moment donné, il faut réinvestir, même racheter les actions ou rembourser les C'est pour ça qu'on en appelle aujourd'hui à la stratégie, à la vision de ceux qui sont là ou ceux qui vont arriver, mais qui aient une vision. Oui, il faut aussi se rendre compte que ces compagnies, ce n'est pas des enfants de cœur. C'est des entreprises plus riches que nos États et qui aussi deal, qui font tout pour que nos dirigeants ou même nos États n'aient pas. Oui, nous sommes d'accord, mais donc il faut accepter. Non, la question que je pose maintenant, donc justement, il faut accepter un partenariat. Donc, ce que j'allais dire, c'est du gagnant-gagnant. Ils viennent pour gagner, nous devons gagner aussi. Pas seulement ça. Ce que j'allais proposer, c'est que nos États pourront, dans ce cas de figure, qu'ils ne peuvent pas affronter ces multinationales qui sont hyper puissants, ce que vous voulez, au niveau institutionnel africain, au niveau de l'Union africaine ou autre, faire des institutions ou des organes capables de renforcer tous les États, se resserrer entre eux pour parler à ces institutions-là ou même les amener dans des procédures internationales. Mais il faut que nous soyons déjà, nous, intérieurement dans cette posture. Voilà, la proposition que j'ai faite, c'est ça. Ça veut dire que si nos États sont faibles, montons d'un étage au niveau institutionnel sous-régional ou régional ou panafricain, de pouvoir mettre des dispositifs justement d'accompagner nos États, d'aller vers
Moi, je pense la récupération de nos mines. Mais ça, à l'échelle globale, ce serait l'idéal. Un dernier mot. Je crois qu'individuellement, c'est quelque chose qui... Parce que c'est la souveraineté. Vous avez ce qu'il y a dans votre sol en termes de ressources, vous êtes souverain là-dessus. Donc, je crois que c'est d'abord individuellement. Et vous savez, moi, je suis dans un pays où c'est à peu près la même problématique. Mais l'individuel, ça ne marche pas s'ils sont capables de faire des coups d'État ou de renverser. L'or est là. Et dans la région de Tambacounda, au Sénégal oriental, aussi, il y a de l'exploitation de l'or. Donc, parce que c'est des zones qui sont riches au niveau de la frontière. Et dans cette région, au Tamba, Kédougou, tout ça, au Sénégal, c'est la même problématique. Les populations ne voient pas la couleur de l'or. En tout cas, c'est ce qui revient souvent. Après, les compagnies vont aller dire, bon, on fait de la responsabilité sociétale des entreprises, voilà, on construit des écoles, etc. Mais ça, c'est pas suffisant. Ça, c'est moi, je préfère des compagnies qui payent plein pot à l'État pour que l'État fasse cela plutôt que de faire des petites mesures par-ci, par-là. Alors, c'est là où j'ai dit que, moi, tout cela, je vous jure, ce serait possible au niveau institutionnel, parce que ces multinationales, ils font et défendent nos dirigeants. Demain, un dirigeant africain dit non, on les dégage. Mais c'est pour ça que nous connaissons nos intérêts, nous devons les faire prévaloir, tout en respectant les intérêts de ceux qui sont en face, de nos partenaires en face. Ils ne viennent pas pour nos beaux yeux, ils viennent pour des intérêts que nous devons respecter, mais nous avons les nôtres que nous devons faire prévaloir, et en tout cas faire savoir que nous sommes aussi dans une posture d'équité, mais équité, c'est nous qui donnons. Alors, de l'économie à la culture, il n'y a qu'un pas. Et on va passer à notre Zoom Culture et Société consacré aujourd'hui au musée égyptien du Caire qui expose actuellement des pièces jusque-là jamais vues de la tombe du roi Toutankhamon. La célèbre tombe du roi Toutankhamon. L'Égypte vient de lancer au musée du Caire une exposition visant à présenter au public des trésors jusque-là jamais vus. Une exposition qui comprend au moins 55 morceaux de tissu décorés d'or trouvés dans la tombe du pharaon. Des pièces exposées pour la toute première fois, je le disais, depuis 1922. Siamlo, Victoria Sedji. Dans l'optique de relancer son secteur touristique, les autorités égyptiennes ont exposé au Caire des artefacts inédits de la tombe du pharaon Toutankhamon. Ceux-ci, principalement en or, font partie des joyaux et des nombreux autres objets du musée égyptien exposés sur la place Tahrir. Ils ont été présentés au public pour la première fois. C'était à l'occasion du 115e anniversaire du musée égyptien du Caire. Les choses exposées aujourd'hui n'ont pas été présentées auparavant et c'est une sorte de passion pour les étrangers, en particulier ceux qui sont venus voir les trésors du roi Toutankhamon. Quand ils entendent qu'il y a des choses inédites, ils viennent visiter et c'est très encourageant. De nouvelles découvertes et autres expositions archéologiques sont en perspective au pays des pharaons afin de stimuler davantage le tourisme. Le ministère des Antiquités a annoncé que les résultats de plusieurs fouilles archéologiques seront révélés avant la fin de l'année 2017. Une équipe de recherche a pensé à sortir ces pièces historiques qui n'étaient pas assez visibles, sur lesquelles nous avons vraiment travaillé. Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés en ce sens. C'est un travail minutieux et l'exactitude des œuvres des artistes nous a été bénéfique car la tombe de Toutankhamon était remplie d'objets d'une épaisseur d'un demi-millimètre, ce qui est très délicat. Nous travaillons sur d'autres fouilles en ce moment. Les trésors égyptiens de l'histoire pharaonique continuent d'attirer de nombreux visiteurs, même si le nombre de touristes baisse considérablement. En 2016, le nombre de touristes est passé en dessous de 9 millions contre 14 millions avant la crise sociopolitique de 2011, selon les chiffres fournis par une agence touristique égyptienne. Alors là, on a donc 55 pièces qui n'ont jamais été exposées au public depuis 1922, donc depuis leur découverte précisément. Qu'est-ce qui explique que leur exposition, Jean-Marie, ait mis aussi longtemps à être faite? Mais c'est une très bonne question, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, le secteur culturel en Égypte, c'est un secteur qui était rapidement compris comme un secteur hautement stratégique, très bien encadré, très protégé. Et donc, à partir de là, ils ont développé une vision. On pouvait tout mettre à nu, entre guillemets, en un seul temps.
ça n'aurait pas fait le même effet que si on l'avait étalé sur un certain temps. Je pense que c'est de manière purement stratégique. Ils ont adopté une certaine stratégie qui fait que petit à petit, on sort morceau par morceau et ça génère ce que ça génère. Ça veut dire les devises, ça veut dire que ça arrange les budgets de l'État, ça permet de construire le pays. C'est maintenir peut-être aussi l'intérêt, la fascination pour... Oui, c'est en gros ça. Et c'est derrière ça, en fait, tout ce qui se découle derrière, c'est la vision. Ils ont une vision de développement du secteur. Et ils protègent le secteur, ils l'encadrent, et puis on voit ce que ça donne. Ça rapporte à l'État, malgré l'insécurité. Mais est-ce qu'il n'y avait pas quand même un travail de restauration? Il y a eu des travaux de restauration, mais ça n'explique pas tout. On pouvait nous le dire. On pouvait dire que c'est là, c'est su, c'est connu, c'est en train d'être restauré, mais c'est pas. C'est vrai que 95 ans. Voilà, on a gardé. Ça reste à voir. Voilà, on l'a gardé comme ça dans le secret. En fait, c'est la suite logique de ce qu'on parlait tout à l'heure, s'agissant de la mine d'or au Mali. Qui rapporte. Là, c'est exactement ce que l'Égypte a fait. L'Égypte, au début, n'a pas les moyens de pouvoir aussi conserver les trésors. Ils ont travaillé, ils se sont investis, ils ont construit des musées capables de sécuriser et de garder ces œuvres-là. Et ils ont même fait rapatrier des œuvres qui ont été volées dans d'autres musées. Et aujourd'hui, ils sont en train de développer ce secteur-là sous le contrôle du gouvernement égyptien et du peuple égyptien. Et ils gèrent eux-mêmes ces trésors. C'est là l'exemple type qui doit être appliqué sur tous les autres secteurs. Et aujourd'hui, le secteur du tourisme rapporte énormément à l'Égypte et l'argent reste en Égypte. Les gens ne vont pas aller au Louvre ou au musée à Abu Dhabi ou à Londres pour regarder. C'est en Égypte, au Caire. Vraiment, c'est encouragé. Et moi, je suis vraiment, en plus, ils maîtrisent leur histoire. Alors, Daouda, un dernier mot. Alors, cette exposition va permettre de confirmer quand même le poids du musée du Caire qui fête justement cette année son 15e anniversaire. C'est très important, là, cette exposition. Oui, je pense que c'est très important. Déjà, ce que l'Égypte a compris, c'est de connecter le culturel et le touristique. Et ça, ce n'est pas le cas souvent en Afrique. Vous pouvez connecter le tourisme à plusieurs secteurs. Le culturel, l'artisanat, l'agriculture, si vous voulez, etc. Et je crois que là c'est vraiment ce qui est fait. Et ce musée va attirer beaucoup davantage de touristes. C'est un projet pharaonique, pour rester dans le contexte, bien entendu. Et je crois que c'est ce qu'il faut, parce que le tourisme est très important en Égypte. Beaucoup pensaient qu'après la chute, ça n'allait pas repartir. Aujourd'hui, on sait très bien que ça repart. Si on compare le premier semestre 2016 au premier semestre 2017, en Égypte, il y a plus de 50% de croissance. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, selon les chiffres du premier semestre 2017, le tourisme en Afrique du Nord est principalement tiré par l'Égypte, qui l'aurait cru, avec tous les attentats qu'il y a eu, etc. Le contexte Je pense que c'est important. Alors, le sujet, évidemment, extrêmement passionnant, mais malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Abdelkarim Yacoub Koundoungoumi, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes membre du Pacte, le projet pour une alternance crédible au Tchad. Merci à vous également, Jean-Marie Talley. Jean-Marie Talley, délégué du groupement interpatronal du Cameroun, mais plus précisément directeur général fiduciaire Fiscofin, également responsable du pôle économique du club Efficience. Un grand merci à vous également, Daouda Tall. Merci Zara. Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À demain.